C'était lors d'un suivi sur Evisa, j'étais en Crète. Le brouillard d'un coup qui est arrivé. Et du coup, y a un gypaète qui m'est sorti vraiment à, on va dire, 10 mètres de moi. Je pense qu'on a eu peur tous les deux parce qu'on a été surpris. Mais nos regards se sont croisés un petit instant et ça a été un moment bref, mais très fort. Ça fait maintenant 18 ans que je travaille sur le gypaète. Quand j'ai commencé, on avait 10 couples sur toute la Corse. Et malheureusement, maintenant, on n'en a plus que 4. Donc je pense qu'il y a une situation d'urgence à sauver cette espèce. Il fait office d'équarrisseur des montagnes et du coup, il évite toute propagation de maladies. Et puis, pour autre chose, pour les nouvelles générations, c'est important qu'ils puissent voir du gypaète en Corse. On essaye de photographier régulièrement chaque oiseau pour ensuite pouvoir les différencier suivant leurs particularités de plumage. Pour les oiseaux en nature, on va essayer de les suivre suivant leur mue, des couleurs qui diffèrent ou des colliers plus ou moins larges. Concernant les oiseaux qu'on relâche, on peut les identifier suivant les marquages, les bagues et également avec les balises GPS qui permettent de les suivre sur toute la Corse. À partir d'octobre, on va essayer d'observer le mouvement du couple sur le territoire et voir quel nid ils vont choisir d'occuper pour l'année, avec construction du nid, apport de branchage et apport de laine. À partir de décembre, entre décembre et janvier, on se poste face au nid et on observe une éventuelle ponte. Dès qu'on arrive au nid, si un oiseau est dedans, couché, ça veut dire qu'il couve. Ensuite, on va observer un mouvement de relève, c'est-à-dire qu'un oiseau est dans le nid, l'autre arrive et prend sa place en fait. Donc l'œuf n'est jamais seul. Alors à partir du moment où on observe la première relève, on compte environ 55 jours pour l'éclosion du poussin. Ensuite, de l'éclosion jusqu'à l'envol du poussin, on compte environ 4 mois. Donc en général, le poussin s'envole mi-juillet. Tout ce qui est suivi quand le poussin naît, tout ce qui est nourrissage, ça c'est vraiment un travail qui est prenant, mais qui est d'une importance capitale. Pour moi, déjà, il était présent avant nous, avant l'homme, donc je pense qu'on lui doit bien ça. Il a subi beaucoup d'empoisonnements, de braconnage. D'un point de vue écologique, il va permettre d'évacuer tous les cadavres en montagne. C'est toujours une grande émotion de revoir des individus qu'on a soit vus naître et évoluer dans le nid en nature, ou soit qu'on a relâché, qu'on a pu suivre pendant des semaines, ensuite qui s'envolent, qu'on commence à voir qu'ils découvrent tout le territoire corse, et qu'ensuite qu'on va revoir au détour d'une paroi, d'une vallée, et ça je trouve que c'est beau.
un des plus grands d'Europe. Il fait partie des 4 vautours, avec le vautour fauve, le vautour percnoptère, le vautour moine. Mais sur l'île, nous n'avons que le gypaète barbu, donc 2,50 m, 2,80 m d'envergure. Malheureusement, pour différentes raisons, pression d'origine anthropique essentiellement, il a disparu des Alpes au début du XXe siècle, il a disparu de Sicile, disparu de Sardaigne au début des années 1970. Et donc le gypaète s'est retrouvé isolé côté Pyrénées et une petite population en Corse. Comme tous les rapaces, ils étaient considérés comme des prédateurs. En plus, le gypaète était vraiment très mal connu au début. On ne savait pas qu'il était charognard à 100%. Donc on lui prêtait le pire, du vol d'agneaux, du vol d'enfants. Il y a des iconographies qui illustrent ces légendes, en fait. Mais également des pressions donc, de tir, de destruction. Et puis une pression indirecte, c'est tout ce qui concerne l'urbanisation de son espace, de la montagne. C'est un oiseau qui est sensible au dérangement, notamment au bruit. Et forcément, là, le gypaète, on ne l'a pas pris en considération. Donc, comme d'autres espèces, malheureusement, il a dû disparaître de certains sites. LIFE, en fait, c'est un outil financier européen qui permet de développer des mesures en faveur de la biodiversité. Et souvent, le LIFE, c'est l'occasion de créer une synergie, de redonner une nouvelle impulsion à un programme. Mais c'est aussi le signe que l'espèce en question, là c'est le gypaète, son statut est très précaire et voire très menacé. On a sur la Corse une toute petite population. On a moins de 20 gypaètes sur la Corse, 4 à 5 couples. Donc là, cela vit presque tout, c'était le moment de se réunir avec des partenaires entre guillemets historiques avec lesquels on travaille depuis très longtemps, avec le parc régional, la VCF, d'autres structures, mais également la venue de nouveaux partenaires, comme la Fédération de chasse de Corse du Sud, comme EDF, qui s'implique maintenant directement pour la conservation. En sachant que le gypaète est considéré aussi comme une espèce parapluie, donc tout ce qui est fait en faveur de cette espèce a des répercussions positives pour ce qui est en dessous. Le gypaète il est situé vraiment au bout de chaîne alimentaire, c'est vraiment un rapace nécrophage, charognard à 100%. Donc pour se nourrir, il faut qu'il y ait des animaux qui meurent dans son habitat. Mais vraiment, bout de chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'autant les vautours ou les corbeaux ou des milans vont se nourrir essentiellement de chair, de tissu, le gypaète en est capable, il mange de la chair également, mais il a une particularité, il est capable de se nourrir même essentiellement d'os. Donc une fois que la bête est morte en montagne, qu'il la trouve, elle est nettoyée, et quand plus aucun charognard peut y accéder parce qu'il n'y a plus de partie molle, plus de chair, son repas est encore là en fait. Il peut se faire un festin, il va prendre les os, les petits, les grands, des os grands comme un avant-bras, donc 30 cm, qui sont fins, il va l'avaler directement, il va l'ingérer, après ça va le dissoudre. Et si les os sont trop gros, pas de souci pour lui, il a développé une technique, il s'envole avec, et sur son territoire, il y a ce qu'on appelle des sites de cassage, classiquement des dalles rocheuses ou des pierriers. En arrivant en vol, il lâche l'os, et le but c'est que l'os se brise au sol. Et si ça marche, il se pose et choisit ses morceaux. Malheureusement sur la Corse, tout ce qui est ongulé sauvage, ongulé domestique, au cours du siècle dernier, c'est plutôt été vers le déclin. Donc on a une mesure qui est très forte, c'est ce qu'on appelle le nourrissage artificiel. En fait, à partir du moment où on considère que l'espèce n'a pas assez de ressources alimentaires, que ce n'est pas du jour au lendemain ou sur le cours d'une saison qu'on va retrouver beaucoup de mouflons en montagne, beaucoup de brebis, beaucoup de chèvres, on a décidé de mettre en œuvre un programme où on lui amène de la nourriture sur certains sites. Ça l'aide à survivre et on espère que ça peut l'aider aussi à s'installer sur d'autres territoires, voire à mieux réussir sa reproduction. Avant qu'ils disparaissent, on a décidé avec les partenaires et différentes institutions de commencer à lâcher des gypaètes. C'est une action qui a commencé en 2016 et qu'on fait perdurer dans le cadre du LIFE.
Donc on a déjà les premiers résultats positifs. Donc ça c'est intéressant. On a un couple qui s'est installé vraiment issu de ces oiseaux lâchés. D'autres essayent de trouver des partenaires. Donc ça c'est une action qui marche. On est sur du long terme. On lâche des jeunes oiseaux, 1 an. Les oiseaux vont se reproduire au mieux à 7, 8, 10 ans. Et là le live impulse comme ça les 10 années à venir. Une journée concertée, d'abord son but, ça va être d'essayer de mieux connaître la population de gypaètes qu'on a en Corse, en essayant d'observer sur un territoire donné avec notre réseau d'observateurs les mouvements des individus, éventuellement peut-être des apports de laine, de branchage ou ce genre de mouvements d'oiseaux qui peuvent nous indiquer le début d'une reproduction. Là, tu dois nous voir. Nous, pour l'instant, on n'a rien vu sur le secteur. D'accord, nous non plus, on est en train de regarder un petit peu, on vient de voir le nid. Apparemment, le nid est en bon état, on ne sait pas s'il est occupé ou non, on voit rien dedans. D'accord, ça marche, croisons les doigts et on se tient au jus si j'ai des nouvelles. Ça va, à plus tard. On va avoir bien froid en face. Il va y avoir des territoires où on n'a pas de sentier, pas de balisage, peut-être beaucoup de maquis de végétation dense ou de passages rocheux difficiles à surmonter. Là, ça va être des zones, on va dire, où on a une difficulté toute l'année. Après, il y a aussi, comme c'est des territoires montagneux, des périodes où il va y avoir de la neige, des conditions qui vont être difficiles pour la traversée des rivières. Et en hiver, où la période de reproduction bat en plein, on a parfois du mal à accéder à certains territoires. Il avait il y a 5 secondes et il s'est barré à la crête. On est quand même sur une petite île avec un réseau d'observateurs qui est plus limité que ce qu'on peut observer dans les Alpes ou les Pyrénées. Et sur l'étendue du territoire, je dirais qu'on essaie de se concentrer sur une vallée d'un massif, voire 2 vallées, c'est-à-dire la surface qui va être couverte par un couple ou au croisement de 2 couples pour essayer de voir un peu ce qui se passe précisément sur cet espace-là. Mathé est arrivé à prendre l'oiseau en photo et il a une petite mue centrée à gauche. Voilà, donc il faudra regarder dans nos photos si on n'en a pas un qui correspond. Peut-être un du couple de Boniface. C'est possible qu'il y ait d'autres territoires ou d'autres nids qui puissent être découverts en Corse actuellement, pour différentes raisons. Déjà parce que le territoire est finalement très sauvage. Il y a beaucoup de vallées où il y a très peu de passages, très peu d'observations qui sont faites. Et d'autre part parce qu'il y a des formations de nouveaux couples en fonction des jeunes qui naissent ou des jeunes qu'on a pu relâcher en Corse. Et donc ces nouveaux couples vont peut-être s'installer sur des territoires qui sont inconnus jusqu'à présent ou peut-être reprendre des territoires qui étaient déjà occupés par le passé mais qui ont été abandonnés.
On fait des lâchers de gypaètes parce qu'une des problématiques qu'on a sur la population en Corse, c'est le manque de jeunes à l'envol. Et à long terme, ça peut représenter des oiseaux qui ne sont pas remplacés à leur mort. Et de manière efficace, ça permet d'enrichir numériquement la population et de l'enrichir génétiquement, puisque ces oiseaux viennent de centres d'élevage qui sont des Alpes, d'Autriche, des Pyrénées, d'Espagne, donc qui sont génétiquement différents des oiseaux corses. Les oiseaux, ils arrivent à peu près à l'âge de 90 jours. Ça correspond en fait à leur quasi-taille adulte et ça correspond à la meilleure période pour lâcher ces oiseaux, à savoir que c'est des oiseaux ensuite qui vont s'entraîner au vol. Et pourquoi 90 jours aussi? Pour qu'ils assimilent leur site de lâcher comme entre guillemets leur site naturel de naissance, même s'il n'y a pas les adultes. Tirez-lui la main là. Donnez-lui la main là. Voilà. Donc là vous avez le volume, la tonalité et la programmation. C'est des oiseaux qui sont bagués avec des bagues de couleurs, un code alphabétique dessus, des décolorations alaires, donc tout simplement des plumes décolorées. Et l'outil le plus technologique, on va dire, c'est les balises GPS. Donc les oiseaux, avant qu'on les lâche, on leur a posé des balises et donc il y a deux méthodes de suivi. Il y a le suivi par VHF quand les oiseaux sont proches, donc les premiers jours, les premières semaines après leur envol. Et ensuite, c'est des oiseaux donc on va pouvoir suivre par balise GPS. L'avantage de ces balises aussi, c'est qu'elles peuvent durer plusieurs années. Et donc ce qui fait que même les oiseaux, quand ils ont passé leur période d'émancipation et qu'ils prospectent à travers la Corse, on peut savoir vraiment leur position exacte. Alors les deux jeunes gypaètes du lâcher de Ghisogne étaient surveillés de manière quotidienne, hein, y compris les week-ends, jours fériés, vraiment un suivi non-stop du lever du soleil au coucher du soleil. Hein. La durée du suivi a été de 2 mois. On a eu 6 stagiaires passionnés, très rigoureux, qui ont été épaulés par l'équipe Life. Le but était d'épier les moindres faits et gestes des gypaètes. La prise de nourriture, le nombre de battements d'ailes, le nombre de fientes. Chaque fait et geste était épié pour vraiment voir si quelque chose n'allait pas. On a un oiseau colombe qui s'est émancipé assez rapidement, qui a pris son envol au bout de 119 jours. On a pu observer colombe qui est retourné sur la plateforme d'envol. Ça a été très rarement observé, hein. Je crois même que ça n'a jamais été observé en Corse. Hein. Un gypaète qui s'envole et puis qui retourne sur sa place d'envol. Donc elle est revenue à plusieurs reprises pour se nourrir et elle a fini par s'émanciper complètement. Et après, on a le second oiseau, Piume, qui elle a mis un peu plus de temps. Elle a mis 136 jours à partir. Hein. C'est beaucoup.
on a pu observer des interactions assez violentes, hein, notamment avec 2 jeunes gypaètes, Orba et Soulane. On s'est posé la question de savoir quelle serait la finalité, mais les jeunes gypaètes sont bien défendus et je pense que ça devrait aller pour la suite. On peut le voir 10 fois, 100 fois. On ressent toujours la même émotion quand on voit un gypaète dans nos montagnes. Hein. C'est déjà le symbole, hein, le symbole de nos montagnes corses, hein, avec le mouflon. Et je pense que tout le monde sera présent pour défendre le gypaète en Corse. Personne ne veut le voir disparaître de nos montagnes. On continuera à mettre tout en œuvre pour la sauvegarde du gypaète en Corse.